Pour le docteur Nahal, le cas de figure qui se pose pour nous, c'est que quand il s'agit d'un asthme où le malade ne siffle pas, le traitement, est-ce qu'il est justifié, comme vous le dites, par inhalation de corticoïdes, ou bien il faut le considérer comme n'étant pas un asthme? Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Alors, je vous ai donné quelques éléments d'orientation. L'appartenance à une famille d'atopiques. Si le papa est asthmatique, le frère a une rhinite allergique, la maman a un eczéma, c'est largement suffisant pour dire que l'atout de l'adolescent est d'origine allergique. Un. Deuxièmement, il y a cette notion de fluctuation dans le temps. Une toux allergique a tendance à fluctuer en fonction des saisons. Et puis il y a cette notion d'unité de temps, de lieu et de circonstance. C'est une toux qui apparaît toujours dans les mêmes circonstances ou toujours dans les mêmes lieux et toujours à un moment donné. Et enfin, vous avez le DEP. Le DEP, le débitmètre. Vous pouvez donner un débitmètre, ça ne coûte pas cher à votre malade, et vous lui demandez de souffler dedans matin et soir, et de faire ce qu'on appelle un monitorage ou un monitoring du DEP. Et là, vous allez voir à un moment donné, il y a une chute du DEP qui va remonter après usage de bêta-2 agonistes. Et là, il n'y a pas de problème, ça souffre d'aucun doute, c'est une toux équivalent asthme, et le seul traitement efficace, c'est la corticothérapie inhalée. De préférence avec une chambre d'inhalation, d'accord, quand il s'agit d'un flacon pressurisé. C'est bon, j'ai répondu? Merci. C'est bon? Il n'y a pas d'autres questions? Si. Docteur Nahal. Docteur Nahal. Bon, excusez-moi, je ne vois pas parce que moi j'ai un problème visuel très important. Donc, vous avez parlé de vasoconstricteur par voie orale. Oui. Lequel ou lesquels? Comment? Vasoconstricteur par voie orale. C'est l'association, l'association. Oui. J'ai dit vasoconstricteur, bon, disons décongestion non nasale, 3 à 5 jours. Il faut faire très attention en matière de décongestion non nasale, jamais dépasser 5 jours parce qu'on risque ce qu'on appelle la rhinite iatrogène. Et puis il faut savoir que même c'est contre-indiqué en cas d'HTA, en cas de coronaropathie, en cas de problèmes prostatiques, en cas de glaucome, il faut faire très attention. C'est l'association antihistaminique de première génération à effet sédatif, et c'est l'effet sédatif qui entraîne l'effet antitussif, associé à un vasoconstricteur, d'accord, par voie Péros. Péros. Pendant 3 semaines. Attention, ça c'est l'école américaine. Oui. Et les documents sur lesquels j'ai travaillé, c'est les documents français. Et les documents français, généralement, qu'est-ce qu'ils font? C'est du plagiat, bien sûr. Ils reprennent les recommandations américaines et les transposent. Oui. Il y a eu une discussion, il y a eu un débat sur l'utilisation de cette association. Mais il n'y a pas d'autre chose à présenter, à offrir, à administrer à ces patients en dehors de ce traitement qui paraît très efficace aux États-Unis. Vous pouvez donner un exemple de vasoconstricteur? Non. Il ne faut pas citer les médicaments, il ne faut pas citer les... D'accord, merci. C'est bon? C'est bon, c'est bon. Est-ce qu'il y a des questions sur les... Est-ce qu'il y a des questions sur les antibiotiques et l'antibiothérapie et le bon usage? Allez-y, madame, oui. Bonjour. Donc, je disais par rapport à l'antibiothérapie locale, concernant les topiques, tous les congrès auxquels on assiste en dermato contre-indiquent pratiquement l'utilisation d'antibiotiques topiques. Voilà. Et donc là, vous avez parlé de... Est-ce qu'il nous reste que la voie injectable? Non, c'est pas ça. Oui, alors? C'est que... Donc,
ils ont le mérite d'exister, les topiques, les antibiotiques topiques à action Oui. locale. Mais On ils ont des utilisent, indications. même, Ils ont en des- tant que généralistes, nous, par expérience, mais nous, les dermatologues nous ont dit non, il ne faut plus les utiliser. Oui. Donc, l'utilisation de ces topiques, de ces antibiotiques topiques, nous déjà en tant qu'infectiologues, on ne les utilise pas, on ne les a jamais utilisés non plus. Mais, donc, ils ont des indications bien précises. Donc, ces indications sont lesquelles? C'est les indications de décontamination, par exemple, quand il y a un portage de SARM dans certaines indications. De SARM, de staph MITI-R, dans certaines indications notamment. Mais effectivement, on assiste à des prescriptions donc abusives, par exemple, d'acide fusidique en topique. Donc, plusieurs médecins prescrivent de l'acide fusidique topique, du Bactroban, etc. Mais effectivement, on n'utilise pas. Mais même l'utilisation donc en topique, c'est pour vous dire que l'utilisation topique d'antibiotiques n'engendre pas de sélection de résistance bactérienne. Voilà. D'accord. Et concernant le cas de multirésistance dans le service, quelle est votre conduite à tenir? Parce qu'on n'a pas saisi le... Quand vous nous avez parlé de cas de... Vous recevez un cas pratiquement par semaine de multirésistance. Oui. C'est quoi votre conduite à tenir? Et merci. Non. Non. Donc les cas qu'on reçoit en général, donc ce sont des infections urinaires. En général, ce sont des infections urinaires. Soit c'est des patients donc, qui ont reçu beaucoup d'antibiotiques dans les mois précédents, soit c'est des patients chez lesquels on retrouve la notion d'un geste donc, sur les voies urologiques précédemment donc, contaminées, colonisées, donc non stérilisées avant un geste. Et c'est en général des bactéries, c'est des BMR multirésistantes, c'est des bactéries à bêta-lactamase spectre étendu. C'est des bactéries pour lesquelles il n'y a pas d'alternative dans les officines, dans les pharmacies, il n'y a pas de traitement oral. Donc c'est des patients qu'il faut hospitaliser et pour lesquels on a recours aux antibiotiques de dernier recours, les antibiotiques critiques, notamment le thiénam. Voilà. Merci, docteur Boudraham. Pardon? Une dernière question, monsieur, oui, allez-y. Vous Notamment- allez continuer ça autour d'un café. Le thiénam. Bonsoir. L'utilisation des antibiotiques par la plupart des médecins, l'utilisation abusive, quelle est l'erreur, surtout pour les infections virales chez les enfants moins de 5 ans, à savoir que c'est un programme national, on a un programme national contre les infections respiratoires aiguës qui nous disent qu'il ne faut pas utiliser les antibiotiques abusivement. Quelles sont les recommandations, les dernières recommandations pour conseiller les médecins de ne pas utiliser les antibiotiques abusivement? Merci. Écoutez, s'il vous plaît, nous n'avons pas très bien compris votre question. Quelles sont les recommandations Oui. pour ne pas utiliser les antibiotiques dans les infections respiratoires aiguës, surtout d'origine virale? D'accord. En principe, nous n'avons pas reçu de recommandation. Mais dans les rhinopharyngites de l'enfant, quand elles sont virales, il n'y a pas de traitement antibiotique. Il n'y a pas de traitement antibiotique. C'est comme dans les otites congestives, il n'y a pas de traitement antibiotique. C'est comme dans les escarres, où on ne donne pas d'antibiotiques également. C'est comme dans les colonisations urinaires, c'est-à-dire qu'il y a des germes mais sans manifestation clinique. Là aussi, on ne donne pas d'antibiotiques. Donc, il y a certaines situations où on ne peut pas donner d'antibiotiques. Maintenant, je le dis à mes collègues, chaque fois qu'on veut donner un antibiotique, quand il y a possibilité de faire un prélèvement, il faut faire le prélèvement pour pouvoir isoler la bactérie. S'il s'agit, par exemple, d'une pathologie cutanée, et si on peut faire un écouvillonnage, il vaut mieux savoir à quel germe on a affaire. Et en principe, quand on vous isole la bactérie, on lui fait son antibiogramme. Et là, vous avez donc ensuite la confirmation que vous êtes dans le bon sens avec vos antibiotiques ou l'êtes dans le mauvais sens avec vos antibiotiques. Donc, le prélèvement est indispensable quand il est possible. Maintenant, quand il s'agit de donner, moi je suis médecin de cabinet, quand je reçois un malade qui fait de la fièvre,
La fièvre n'est pas non plus synonyme d'infection. La fièvre n'est pas synonyme d'infection bactérienne. Et par conséquent, je suis obligé de faire mon examen clinique. Il y a des situations d'urgence. Un purpura fébrile, c'est une urgence. Je suis obligé de penser au méningo, à l'infection à méningocoque, et d'injecter à mon malade déjà 1 gramme d'amoxicilline dans le cabinet, si j'ai de l'amoxicilline. Et on doit l'avoir au cabinet. Et ensuite, j'oriente mon malade vers le CHU ou vers l'hôpital. Il y a des situations où on ne lésine pas quand il y a des signes de sepsis graves, où on est obligé de ne pas donner d'antibiotiques au cabinet, d'orienter carrément le malade à l'hôpital quand il y a un sepsis. Maintenant, quand il s'agit de choisir, quand on veut donner un antibiotique, nous avons, je le disais à Madame Boudraham, il y a le site de l'infection. S'agit-il d'une infection haute, respiratoire ou oro-respiratoire? S'agit-il d'une infection pulmonaire? S'agit-il d'une infection cutanée, d'une infection urinaire? Parce que je sais que, par exemple, au niveau de l'arbre urinaire, c'est plutôt l'Escherichia coli. Et je sais également quels sont les antibiotiques qui marcheraient sur Escherichia coli. S'il s'agit d'une infection cutanée, je sais que c'est le streptocoque et le staphylocoque en priorité. Donc je suis obligé de donner un antibiotique à spectre étroit pour protéger l'écosystème, encore une fois, et le microbiote intestinal de mon malade. Tout à l'heure, Madame Boudraham vous a dit, le microbiote comprend 10 puissance 14 cellules, 10 puissance 14 bactéries, autant que les cellules humaines. Notre corps est constitué de 10 puissance 14 cellules. Et nous hébergeons chez nous 10 puissance 14 bactéries, à majorité anaérobie. Donc, ces bactéries sont indispensables. Professeur Noisseria, oui. Vous concluez s'il vous plaît, sinon mais on va faire un deuxième cours. Donc c'est clair. Docteur Hadjot, je voudrais transmettre ce qu'il y a lieu, quelques notions à mes collègues, et c'est normal. Mais on est disponible en maladies infectieuses et on pourra organiser des demi-journées d'infectiologie, si vous voulez, à propos des antibiotiques. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour le professeur Boudjnah? 2. S'il n'y a pas pour le professeur Boudjnah, ben voilà. Il va prendre une question précise. Bonjour. En démocratie, hein. Justement, la démocratie, il faudrait qu'il y ait égalité de questions. De 2 pour chaque communicant. Est-ce que la durée de prescription des antibiotiques va augmenter le risque de résistance? Par exemple, en cas d'ostéite, ils prennent des antibiotiques pour des années. Est-ce que ça va augmenter? Oui. Des années? Les malades qui ont des ostéites. Années? Des ostéites. Oui, oui, j'ai compris. Des années. Je vois, parfois, oui, on voit. J'ai vu des malades qui ont pris, par exemple, pendant des années. Vous savez, en matière de durée de traitement des antibiotiques, la tendance actuelle va vers le raccourcissement de la durée du traitement en matière donc de pathologies infectieuses. Je vous donne un exemple classique. Par exemple, auparavant, on traitait le sepsis pour une durée totale de 45 jours. Ensuite, on a raccourci cette durée à 21 jours. Actuellement, on parle de 7 jours de traitement pour un sepsis sans localisation. Par exemple, en matière de méningite à méningo, donc il y a les recommandations internationales actuellement, c'est un traitement de 5 jours. Donc la tendance actuelle, justement, pour minimiser le risque de développement de résistance, va plutôt vers le raccourcissement de la durée du traitement, quelle que soit la pathologie infectieuse. Et quand vous me dites traiter une ostéite pendant des années, ça me semble un peu... Oui. Effectivement, on a vu plein d'ostéomyélite traitées pendant des mois et des mois. Ce qu'il faut dire, c'est que le traitement médical antibiotique seul ne suffit pas parfois. Quand il y a une collection suppurée,
il y a un acte chirurgical qui doit être fait. Il faut aller drainer. Quand il y a un obstacle sur la voie urinaire, il faut aller lever l'obstacle également. Sinon, il y a problème. Quand il y a collection suppurée, quand il y a cholécystite suppurée, il faut enlever la vésicule. N'est-ce pas? Donc, l'antibiothérapie ne marchera pas seule quand il y a également une indication chirurgicale. Dans les infections osseo-articulaires, le traitement est long parce que l'antibiothérapie arrive très mal au niveau de l'os. Le choix des antibiotiques n'est pas souvent en rapport avec la documentation. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait le prélèvement avant pour savoir à quel germe on a affaire. Vous comprenez? Et donc, outre la documentation, c'est-à-dire la connaissance du germe avec son antibiogramme, il y a par moment également des gestes chirurgicaux à faire. Par exemple, aller enlever un séquestre osseux, aller gratter l'os infecté, un parage comme vous dites. Donc, c'est pour cette raison que nous constatons assez souvent, et vous avez raison, nous constatons assez souvent des traitements très lents, de plusieurs mois, d'une année parfois d'antibiothérapie. Mais ça ne justifie pas. Non. Dans le traitement classique des ostéites, donc même en l'absence du germe supposé pyogène, c'est-à-dire dans le cas le plus typique, le plus classique en dehors de présence de matériel étranger, etc., ça ne justifie pas une durée de traitement très longue des années, à part les ostéites d'origine spécifique, notamment tuberculeuse. Mais à part ces cas de figure-là, donc le traitement d'ostéite, il ne va pas en général au-delà de 3, dans les, quelques cas d'exception, à 6 mois. Quand il est complet. Ostéite simple. Oui. Je vous propose de faire une journée thématique sur l'infectieux. Sans problème. Les maladies infectieuses, on aura toute la journée. Comme ça. Voilà. C'est bien. Voilà, c'est mieux parce qu'effectivement, il y a un débat qui est riche quand même. Une seule question pour le docteur Abbassi sur stress et résilience. Alors, s'il y a une question, je vais voir s'il n'y a personne, sinon je vous donne la parole. Est-ce qu'il y a une question? Oui, docteur Dhaba, oui, allez-y. Bon, docteur Abbassi, je voudrais poser une question au sujet du stress et du psychotrauma. Est-ce qu'on peut s'adapter au stress et au psychotrauma? Mon exemple est les cascadeurs qui feront la mort tout le temps et qui en font une profession et qui n'ont pas de problème. Est-ce que ce n'est pas une source de traitement thérapeutique pour ce qui est des psychotraumas et des troubles psychotraumatiques stressants? Alors, ce que vous décrivez là, monsieur, c'est beaucoup plus des conduites à risque. D'accord? Donc, c'est des gens qui aiment se mettre en danger, qui aiment se mettre dans le risque. Mais là, ils le font consciemment. D'accord? Par contre, quand je fais un accident de voiture, quand il y a un tremblement de terre, je ne le fais pas volontairement. Ça me tombe sur la tête. Voilà. Je ne sais pas si j'ai pu répondre à votre question. Très bien. 30 secondes. Docteur Abbassi, vous avez dit murmure des fantômes. Moi, j'aurais aimé murmure des anges, parce qu'il y a la prédisposition génétique pour aller de l'avant, il y a la présence de l'entourage et il y a la présence affective. Donc, pourquoi ce murmure des fantômes? Ça me titille. Merci. Oui, alors, en fait, comme on a dit, la résilience, c'est pour surpasser ce qui s'est passé. Donc, en fait, on passe d'un murmure de fantômes qui nous mène vers des choses pas bien, vers un murmure des anges, comme voilà. Mais en fait, le fantôme, donc quand on vit un traumatisme, le traumatisme, il est là, il est indélébile, d'accord? Être résilient, c'est surmonter ce traumatisme et aller de l'avant. Mais on n'oublie pas ce qu'on a vécu, d'accord? Donc le fantôme, en fait, il est là tout caché, mais voilà, je ne sais pas si j'ai pu répondre très bien. Merci beaucoup, docteur Abbassi. On doit mettre fin à cette séance. Je remercie les communicants. Vous avez donné de votre week-end. Merci beaucoup. Alors, une chose rapidement, il y a un stand de la Karama. Il est juste à côté.